Salutations et bienvenue à vous sur cette vidéo d'automatique dans laquelle je vais faire quelques rappels mathématiques avant toute chose difficile. Alors on va voir les matrices. Alors une matrice, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau de nombres ou de valeurs, comme celui-ci, qui comporte m lignes et n colonnes. Donc m lignes et n colonnes. Chaque ligne porte le numéro i et chaque colonne le numéro j. Donc on a la ligne 1, 2, 3 jusqu'à i et la colonne 1, 2, 3, etc. jusqu'à j. Et donc dans cette vidéo, je vais juste rappeler quelles sont les opérations que l'on peut appliquer sur les matrices. On commence avec l'addition, donc tout d'abord il nous faut deux matrices de même taille, il ne faut pas qu'elles soient forcément carrées, mais bon pour l'exemple là j'en ai pris des carrés. Et pour les additionner, eh ben, c'est très simple, on additionne terme à terme, c'est-à-dire qu'on prend ce terme-là de la première ligne, première colonne de la première matrice, que l'on additionne au premier terme de la première ligne, première colonne de la deuxième matrice. Et ça nous donne le résultat qui est ici. Bon, c'est pareil pour tous les autres, et une fois additionné, ça nous donne le résultat qui est à droite. Pour la soustraction, bon, bah, c'est pareil, ça respecte les mêmes règles. La transposée d'une matrice, c'est lorsque l'on échange les lignes avec les colonnes, ou les colonnes avec les lignes, et ça, peu importe la dimension de la matrice. Donc, on va prendre une matrice A, qui sera une matrice 3-2, donc 3 lignes et 2 colonnes. Lorsque l'on dit la taille d'une matrice, on commence toujours par le nombre de lignes, hein, et on finit par le nombre de colonnes. Donc la transposée de A se note A avec une apostrophe ou T en puissance à gauche fois A, enfin 2A. Et donc c'est égal à ça, c'est une matrice 2, 3. Donc on a pris la première colonne de A et on est venu la mettre en tant que première ligne de la transposée de A, en respectant le sens, hein, 1, 4, 7 et 1, 4, 7. Alors, voyons la multiplication des matrices qui est un peu plus réglementée que l'addition et la soustraction. Donc il nous faut tout d'abord deux matrices, A et B, et il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Et la matrice qui en résultera, on va l'appeler C, elle sera de dimension nombre de lignes de A fois nombre de colonnes de B. Donc voilà, par exemple, A est une matrice 2, 4 et B est une matrice 4, 3. Donc la matrice C, qui sera le résultat, sera une matrice 2, 3. Alors, oui, je l'appelle C, c'est la multiplication de la matrice A par la matrice B. Donc c'est égal à ça. Pour que ce soit un peu plus visuel, en général on note les matrices comme ça, parce que c'est un peu plus facile pour obtenir la matrice résultat. Alors pour calculer le premier terme, on va faire 1 fois 2, 4 fois 1, 7 fois 9 et 0 fois 1. Voilà, et tout ça, on va l'additionner, et ça va nous donner le premier terme de la première ligne, de la première colonne de la matrice C. Et donc c'est comme ça qu'on procède à la multiplication de deux matrices entre elles. Donc si on prend un autre exemple, hein, par exemple la deuxième ligne, deuxième colonne de chaque matrice, ça va être 2 fois 1, plus 5 fois 6, plus 8 fois 0, plus 3 fois 2. Et donc une fois qu'on a additionné le tout, et ben, ça nous donne ça nous donne la composante de la deuxième ligne, deuxième colonne de la matrice C. Bon, on fait ainsi de suite pour les autres composantes, hein, ça nous donne la matrice suivante au final. Et une fois que tout est additionné, la matrice C est la suivante. Et donc on peut voir qu'elle a bien 2 lignes et 3 colonnes. Donc attention à l'ordre lorsqu'on multiplie deux matrices qui sont de taille semblable en étant inverse. Voilà. Par exemple, A est une matrice 2, 3 et B est une matrice 3, 2. Donc si on fait A fois B, on va obtenir une matrice 2, 2. Mais si on fait B fois A, on va obtenir une matrice 3, 3. Bon, j'ai fait les calculs, ça nous donne les deux matrices suivantes. Donc il faut faire bien attention à l'ordre lorsqu'on a des matrices comme ça, parce que ça donne des résultats vraiment complètement différents. Alors on va rentrer dans les choses un peu plus spécifiques à chaque matrice. Donc on va commencer par le déterminant, qui est un nombre et qu'il n'existe que pour les matrices carrées, c'est-à-dire qui ont le même nombre de lignes et de colonnes, et c'est un nombre qui permet de vérifier si une matrice est inversible. Donc si je reprends la matrice AB qu'on vient de calculer, on va calculer son déterminant, que l'on note det de AB entre parenthèses, ou alors AB entre deux barres.
Donc on réécrit la matrice AB entre deux barres. Et pour avoir le déterminant d'une matrice de 2, c'est très facile, c'est juste cette diagonale, enfin 43 fois 2, moins 84 fois 1. Donc ça fait 86 moins 84, ça nous donne 2. Donc le déterminant de AB, c'est 2. Si je prends maintenant la matrice BA, qui est une matrice 3, 3, et que je calcule son déterminant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre les colonnes qui sont avant la dernière colonne. Donc ici, c'est une matrice 3, 3, donc il n'y a que 2 colonnes. Il suffit de les copier et de les coller à droite de la dernière colonne, et ça nous donne, entre guillemets, une nouvelle matrice qui nous sert à calculer le déterminant. Donc cette fois-ci, c'est un peu plus long, c'est toujours facile, mais c'est un peu plus long. Donc pour avoir le déterminant de BA, il suffit de faire 4 fois 32 fois 9, plus 9 fois 16 fois 9, plus 2 fois 16 fois 18. Voilà, et une fois tout additionné, ça nous donne 3024. Et on refait la même chose pour le haut, c'est-à-dire 9 fois 32 fois 2, plus 18 fois 16 fois 4, plus 9 fois 16 fois 9. Ça nous donne 3024 aussi. Bon, vous remarquerez que lorsqu'on a calculé la ligne du bas, on ne s'est pas occupé de ces valeurs-là, et lorsque l'on a calculé la ligne du haut, on ne s'est pas occupé de ces valeurs-là. Et donc pour obtenir le déterminant, il suffit de faire ce terme-là, moins ce terme-là, et ça nous donnera la valeur du déterminant. Bon, ici 3024 moins 3024, ça fait 0, donc BA n'est pas inversible, puisque le déterminant est nul. Et vous allez voir pourquoi juste après. On va regarder maintenant comment calculer la comatrice des cofacteurs. Alors ça, la comatrice, c'est une matrice qui est calculable uniquement à partir d'une matrice carrée. Et chaque élément de cette matrice, on appelle ça des cofacteurs. Alors bon, voilà une matrice A carrée, une matrice 3, 3. Et on va appeler C sa comatrice, et pour la noter, c'est comme de, entre parenthèses, A. Et on va chercher à la calculer. Donc vu que A c'est une matrice 3, 3, la matrice C sera également une matrice 3, 3. Et on va la noter comme ça. C11 veut dire la valeur de C première ligne, première colonne, C12 première ligne, deuxième colonne, etc., etc. Donc on va commencer par calculer C11, donc I égale 1 c'est la ligne, et J égale 1 c'est la colonne. Donc on prend la matrice A, et la valeur de C11 sera située ici. Hein, première ligne, première colonne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir barrer la première ligne et première colonne, et on voit qu'ici, il nous reste une petite matrice. Et donc, on va calculer le déterminant de cette matrice, et le déterminant de cette matrice s'appelle le mineur de C11. Donc ici, c'est 2 fois moins 7, moins 1 fois 4, ça nous donne moins 10. Et ensuite, pour avoir C11, donc le cofacteur, il faut faire moins 1 puissance i plus j, donc ici 1 plus 1, fois le mineur de C11, c'est-à-dire fois moins 10. Donc ça nous donne moins 1 au carré, ça fait 1 fois moins 10, ça donne moins 10. Je vais recommencer pour C22, par exemple, donc qui est le terme ici, en plein milieu. Donc on barre cette fois-ci la deuxième ligne et deuxième colonne. Il nous reste une fois de plus la matrice 1, 3, 0, 7, qui est une matrice carrée, et dont on va calculer le déterminant. Ça nous donnera le mineur de C22. Donc ici ça vaut moins 7, hein, puisque 1 fois moins 7 c'est moins 7, et 0 fois 3 c'est 0. Et on reprend la formule d'avant, c'est-à-dire moins 1 puissance i plus j, donc moins 1 puissance 2 plus 2, fois le résultat qu'on vient de trouver, donc fois moins 7. Moins 1 puissance 4, ça fait 1. 1 fois moins 7, ça donne moins 7. Un dernier, le C32, qui est ici. Donc, eh bien, on barre la troisième ligne et la deuxième colonne. Il nous reste encore une fois la matrice 1, 3, moins 10, 4, dont on vient calculer le déterminant. Et pour obtenir C32, on fait moins 1 puissance i plus j, ce qui va donner cette fois-ci moins 1 puissance 5, ce qui va rester moins 1. Et donc moins 1 fois 34, ça va donner moins 34. Et donc voilà, on calcule tous les termes de cette matrice un par un. On obtient la nouvelle matrice, la comatrice de A. Les termes qu'on vient de calculer sont ici. Et on va se servir de cette comatrice pour calculer l'inverse d'une matrice. Donc on va calculer l'inverse de A. On va noter ça, A puissance moins 1. Et l'inverse d'une matrice doit répondre à la règle suivante. A puissance moins 1 fois A donne la matrice I. La matrice I, c'est une matrice
de la même taille que A, c'est-à-dire 3, 3, avec que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Hein, la matrice I est toujours une matrice carrée. Et A-1 s'obtient en faisant la transposée de la comatrice de A sur le déterminant de A. Donc j'ai calculé le déterminant de A qui vaut moins 610, donc comme il n'est pas nul, on peut inverser la matrice A. Évidemment, si le déterminant de A était égal 0, on ne pourrait pas calculer son inverse, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc, on prend la matrice ici et on fait sa transposée. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas la reprendre telle qu'elle est. Il faut d'abord faire sa transposée, il ne faut pas oublier. Et on la divise par le déterminant. Et ça nous donne la nouvelle matrice A. Ça nous donne la nouvelle matrice inverse de A. Bon, il suffit de diviser chaque élément par moins 610, donc je l'ai fait, ce sont les résultats qui sont là. Et pour vérifier, il suffit de faire A puissance moins 1 fois A, et ça nous donne cette matrice-là. Je sais que vous n'allez pas vérifier et que vous allez me faire confiance. Donc voilà, là on sait calculer l'inverse d'une matrice, mais à quoi ça peut bien servir? Eh bien, si vous avez déjà rencontré ce genre de système, si vous le posez de manière matricielle, c'est-à-dire comme ça, et que vous cherchez x, y et z, il est très facile d'obtenir les valeurs de x, y et z en faisant des inversions de matrices. On va par exemple noter les matrices comme ceci, A, X et S, donc ça nous donne A fois X est égal à S, et on va prendre l'inverse de A, que l'on va venir multiplier à gauche de chaque côté du signe égal. Donc ça va donner ça. Et comme on vient de voir A puissance moins 1 fois A, ça donne I. Et I fois X, c'est X. Donc en gros, le système peut s'écrire aussi comme ça. Donc on va calculer 1 moins 1 en commençant par le déterminant de A, qui vaut ici 184. Donc la matrice est inversible, c'est cool. Puis après avoir calculé la comatrice, en avoir fait la transposée et divisé par le déterminant, on obtient cette valeur-là pour A-1, que l'on vient multiplier par S. Donc A-1 c'est une matrice 3, 3 et S est une matrice 3, 1. Donc le résultat sera 3, 1. Enfin, le vecteur X sera de taille 3, 1, comme ceci. Et donc on obtient les valeurs de X, Y et Z. Voyons maintenant les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. Donc ce sont des nombres lambda que l'on appelle les valeurs propres. Et à chaque valeur propre, on va associer un vecteur x qu'on va appeler vecteur propre et qui devra répondre à cette égalité. Lambda fois x est égal à a fois x. Donc si on passe le ax de l'autre côté, ça fait lambda x moins x égale 0. Et ça nous donne lambda i moins a, le tout fois x est égal à 0. Alors comment trouver les valeurs propres, donc les valeurs de lambda qui répondent à cette équation? C'est simple, il suffit de faire le déterminant de lambda i moins a égale 0. C'est ce qu'il suffit de poser. Alors avec un petit exemple, ça sera plus simple. Donc si je prends une matrice A comme suit et que j'essaie de déterminer ses valeurs propres, eh bien, il suffit de faire d'abord lambda i moins a, donc on obtient la matrice qui est à droite, hein, lambda plus 1, 0, moins 1, lambda plus 2, puis de calculer son déterminant. Donc là, ça va juste faire lambda plus 1 fois lambda plus 2, moins 1 fois 0, donc moins 0. Et on va dire que ça, c'est égal à 0. Et il faut trouver quelles sont les deux... Enfin, là, il n'y a que deux valeurs de lambda pour lesquelles ce résultat est exact. C'est lorsque lambda vaut moins 1 ou lambda vaut moins 2. Et ça, ces deux valeurs-là, ce sont les valeurs propres de la matrice A. Donc on va chercher maintenant le vecteur propre associé à chacun de ces lambda. Donc on va commencer pour lambda 1, on va chercher son vecteur propre en utilisant cette formule. C'est-à-dire qu'on va prendre lambda 1 fois i moins a fois le vecteur x1 qu'on ne connaît pas, donc on prend des composantes x11 et x12 et on va poser que c'est égal à 0. Donc lambda 1 i moins a fois x, ça nous donne ce résultat-là, et une fois qu'on a multiplié les deux matrices, on s'aperçoit que moins x11 plus x12 sont égales à 0, ce qui donne x11 égale x12. Donc on peut prendre les valeurs qu'on veut. Bon, on va éviter de prendre 0, on va prendre 1 et 1, puisque c'est ce qu'il y a de mieux. Donc le vecteur x1, c'est 1, 1, sachant qu'on pourrait prendre n'importe quelle valeur.
Et on va faire la même démarche pour x2 avec lambda 2, et on va trouver x2 est égal à 0, 1. Et comme en mathématiques on aime bien tout ranger, on va créer une nouvelle matrice P dans laquelle on va venir mettre côte à côte x1 et x2 pour créer une nouvelle matrice. Et cette nouvelle matrice va même répondre à une règle supplémentaire qui sera que l'inverse de P fois A fois P nous donnera une matrice avec les valeurs propres sur sa diagonale. Lambda 1 et lambda 2. Voyons maintenant l'opérateur nabla qui est un peu différent des matrices mais dont on va se servir. Donc nabla c'est ça, c'est un delta renversé. Alors il faut savoir, en petite histoire, juste pour savoir d'où ça vient, que ça a été introduit en 1847 par William Rowan Hamilton, donc le Hamiltonien c'est lui, et que 20 ans plus tard, Peter Tate en a développé sa théorie. Et comme il n'y avait pas de nom à l'époque, il y a James Maxwell, c'est le génie qui a réussi à lier l'électricité, le magnétisme et l'induction dans un seul ensemble d'équations, donc c'est pas un comique. Il décide de donner un nom tout plein d'originalité qui est Athlède, qui est delta de droite à gauche, parce que c'est un delta renversé. Puis arrive William Robertson Smith qui s'empresse de dire à Tate que Athlède lui rappelle une harpe en forme de delta renversé de l'Antiquité. Et comme en hébreu une harpe ça se dit Nebel, Nabla tire son nom de cette harpe. Voilà pour l'origine du nom. Mais Hamilton a défini Nabla comme étant ceci. C'est un vecteur, donc, qui représente la dérivée partielle par rapport à chacune des variables d'une fonction. Bon, ici c'est exprimé en coordonnées cartésiennes, mais on peut trouver son expression dans les coordonnées polaires ou sphériques facilement sur Internet. Alors, Nabla s'applique à deux types de champs, les champs scalaires et les champs vectoriels. Donc, lorsqu'on applique Nabla à un champ scalaire, on obtient soit le gradient, soit le laplacien, et lorsque l'on applique à un champ vectoriel, on obtient la divergence, le rotationnel ou le laplacien vectoriel. Alors pour que ce soit clair, un champ scalaire, c'est une fonction de plusieurs variables qui associe un seul nombre à chaque point de l'espace, comme par exemple la température dans la pièce. Si on prend ce point-ci sur l'écran, cet endroit-là, eh bien en ce point, on va dire qu'il fait environ 20 degrés. Et au bout de votre nez, qui est environ à 30 cm de ce point, il fait 19 degrés, on va dire. Et bien, la température, c'est un champ scalaire. Donc vous voyez, sur le point, là, il fait 20 degrés, et sur le bout de votre nez, il en fait 19. Et donc, à chacun des deux points est associé un seul nombre. C'est ce que veut dire champ scalaire. Donc on va prendre par exemple une fonction de température qui est complètement arbitraire, je ne sais pas du tout si elle existe, mais c'est pas grave. Donc x carré sur 6 plus 4 racine de y. Et on va prendre des valeurs de x et y, donc j'ai juste pris de 0 à 3, et on va regarder les résultats. Si x vaut 0, y vaut 1, la température vaut 4. En x égale 0, y égale 2, la température vaut 5,66, etc. Et donc on peut représenter ça sur des axes. Donc le premier point, là où la température vaut 4, est ici. Puis ensuite le point où la température vaut 5,66, il est là. Puis où ça vaut 6,93, c'est là. 4,16, 5,82, 7,09, etc. Et je me suis dit que j'allais établir un code de couleur en prenant la partie entière de chacune des températures. Donc, lorsque la température est comprise entre 4 et 5, 4 inclus et 5 exclus, ce sera de couleur rose. Entre 5 inclus et 6 exclus, ce sera rouge. Entre 6 inclus et 7 exclus, ce sera bordeaux. Et puis ça va de plus en plus vers les couleurs foncées. Et donc la température, c'est un champ scalaire, et on va venir appliquer Nabla à ce champ. Mais avant de l'appliquer, je vais vous expliquer ce qu'est un champ vectoriel. C'est une fonction qui associe un vecteur à chaque point d'une variété différentielle. Donc, variété différentielle, c'est pas évident à comprendre. Donc la variété, c'est la classification des objets, en gros. Donc une courbe, par exemple, c'est une variété de dimension 1. Une surface, c'est une variété de dimension 2. Un volume, c'est une variété de dimension 3. Et une variété différentielle, c'est une variété sur laquelle on peut effectuer des opérations de calcul différentiel et intégral, comme par exemple la vitesse, la direction. Donc ça ressemble à ça, par exemple, un champ
vectorielle. Donc si je reprends la définition et que je mets le champ en plus gros, donc c'est une fonction qui associe un vecteur à chaque point d'une variété différentielle. Donc si on prend un point, par exemple ici, on voit qu'il y a un vecteur qui est associé à ce point et qui est là. Donc ça, c'est un champ vectoriel. Donc ici, je pense que c'est la vitesse de l'air dans un tourbillon, par exemple, hein, lorsqu'on regarde au-dessus, et ça nous donnera ce mouvement-là. Si je reprends mes champs scalaires, on va prendre une fonction t, qui est encore une fois complètement arbitraire, et que je veux calculer le gradient. Eh bien, ça va se noter grade de t, et ça va être nabla fois t. Donc ça va être la dérivée partielle de t par rapport à x, puis la dérivée partielle de t par rapport à y, et la dérivée partielle de t par rapport à z. Donc ça va donner ça en calculant. Hein. Donc la première composante, la dérivée de 2x moins 3y plus z par rapport à x, ça va donner 2, puisqu'on va considérer que y et z sont des constantes. Donc la dérivée des constantes, c'est nul. On fait pareil pour la deuxième, puis pour la troisième composante, et au final, on obtient un vecteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une flèche sur le gradient. Si on veut calculer le Laplacien d'un champ scalaire, eh bien, ce sera nabla carré, et ça se note avec un delta avec une flèche, donc c'est un vecteur aussi, et cette fois-ci, c'est la dérivée seconde de la fonction. Bon, ici, la dérivée seconde de 2 moins 3 moins 1, vu que c'est des constantes, ça donnera 0. Et donc, c'est un vecteur aussi. Maintenant, si on regarde pour un champ vectoriel, donc par exemple, on va dire que la vitesse dans un champ vectoriel est exprimée comme ci, hein, c'est x carré plus y en première composante, z plus 3y en deuxième, et x plus y plus z pour la troisième. Et si on veut le divergent ou la divergence de ce champ, on va venir faire nabla scalaire ce champ. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs, ça donne un scalaire, ou un réel. Donc ça nous donne ceci, hein, c'est un simple produit scalaire. C'est la somme de toutes les dérivées partielles. Et donc, c'est un réel. Si je veux calculer le rotationnel d'un champ vectoriel, eh bien cette fois-ci, ça sera nabla vectoriel V, ce qui va nous donner un simple produit vectoriel, et dont le résultat sera un vecteur. C'est pareil, il y a une flèche sur le rotationnel, donc ça donne forcément un vecteur. Et enfin, le Laplacien vectoriel, ça sera nabla fois nabla, vectoriel V, et donc ça va donner un vecteur aussi. Bon, encore une fois, pas beaucoup de chance, puisque j'ai mal choisi ma fonction, ça donne un vecteur nul ici même. Donc les 5 formules qui sont là sont utilisées avec nabla. Vous remarquerez qu'il n'y en a qu'une seule qui donne un scalaire, c'est la divergence dans un champ vectoriel. Alors si je me concentre un peu plus sur le vecteur gradient, pour définir vraiment ce que c'est un vecteur, donc comme on vient de voir, il y aura plusieurs composantes, et dont la représentation, c'est la variation d'une fonction par rapport à la variation de ses paramètres. Donc si on prend une fonction de la température suivante, hein, celle qu'on avait prise au début, et qu'on calcule son gradient avec les paramètres x, y et z qui sont là, ça nous donne ceci. Le gradient de t, c'est x sur 3, en première composante, 1 sur 2 racines de y, et 0. Alors on peut noter le gradient avec les dérivées partielles, donc les dérons, ou avec la dérivée normale, c'est pareil, tant qu'on sait qu'on dérive par rapport à chacune des composantes. On va voir un cas un peu spécial d'utilisation du gradient. Par exemple, si on a f de x qui est égal à la multiplication des deux matrices suivantes, donc c'est c'est la transposée de y fois x. Si on fait la dérivée de f par rapport à x, ça nous donne y, et si on fait la dérivée de f par rapport à y, ça nous donne le vecteur x. Et ça va nous être utile pour les formes quadratiques. Sauf que les formes quadratiques, qu'est-ce que c'est? C'est un polynôme homogène de degré 2 avec un nombre quelconque de variables. Donc ça vient de Wikipédia. Donc si je prends un exemple, voilà la fonction q, on va regarder chaque terme qu'il compose. Donc le premier c'est 2x carré, donc c'est la variable x fois la variable x, donc c'est de degré 2 puisqu'on multiplie deux variables entre elles, même si c'est deux fois la même. Le deuxième terme x fois y, bah, c'est la variable x fois la variable y, donc c'est degré 2 aussi.
puis les deux restantes sont aussi de degré 2. Donc c'est bien homogène puisqu'ils ont tous le même degré, et en plus leur degré c'est 2, donc c'est une forme quadratique. Si s'ils avaient tous le degré cube par exemple, ils seraient tous homogènes, mais ça ne serait pas quadratique parce que ce serait de degré 3. Voilà, donc par exemple cette fonction-là, elle n'est pas quadratique parce qu'il y a des termes de degré 3 et il y a un terme de degré 1. Donc d'une manière générale, ça s'écrit comme ça, ax carré plus by carré, etc., avec a, b, c, d, e, f qui sont des constantes. Et pour les matrices, une forme quadratique, c'est une fonction scalaire spéciale d'un vecteur x, tel que f de x est égal à la transposée de x fois q, donc la matrice, fois x. Et comme x c'est un vecteur qui a n lignes, q sera carré de taille nn. Et en plus, elle sera symétrique, c'est-à-dire qu'elle sera égale à sa transposée. Puisqu'elle est symétrique, on peut noter cette égalité-là, et on peut séparer cette égalité en deux nouvelles matrices, QS et QSK. Donc QS pour symétrique et QSK pour antisymétrique. Antisymétrique veut dire qu'elle n'a que des zéros sur la diagonale et que ses éléments qui la composent sont opposés par rapport à la diagonale. Comme voilà, la matrice Q là, elle est 1, moins 2, 4, moins 3, c'est égal à QS, plus QSK, et QSK, on voit bien qu'elle n'a que des zéros sur la diagonale, et que 3 et moins 3 sont opposés. En fait, cette propriété nous permet d'écrire que la transposée de x fois q fois x est égale à la transposée de x fois qs fois x. QSK, en fait, n'intervient pas. Et lorsque l'on revient à nos dérivées partielles, donc avec le gradient, cette fois-ci, la dérivée de f par rapport à x, c'est la transposée de q plus q fois x, et la dérivée de f par rapport à y, c'est 2 fois q fois x. Donc ce sont juste des résultats mathématiques, mais il faut essayer de les garder en tête, on va en avoir besoin en automatique. Voyons maintenant la définition et le signe d'une matrice. Donc si par exemple on prend la fonction quadratique suivante, c1x carré plus c2y carré, le signe de cette forme quadratique va dépendre des valeurs de C1 et de C2. Si C1 et C2 sont positives, alors f est positive. Si C1 est positive et C2 est nul, alors f est positive partiellement. S'ils sont négatifs tous les deux, elle est négative. Et s'il y en a un des deux qui est négatif et l'autre nul, alors elle est négative partiellement. En revanche, s'il y en a un qui est négatif et l'autre qui est positif, alors c'est indéfini. Donc si on veut déterminer maintenant le signe d'une matrice Q, qui est associée à transposé de x fois q fois x, ce signe va dépendre de la partie réelle de ses valeurs propres. Si toutes les parties réelles sont positives, alors elle est positive. S'il y en a qui sont égales à 0 et tout le reste positif, elle est partiellement positive, etc. Donc ça, c'est une manière de trouver le signe de la matrice Q. Il y en a une autre avec les déterminants qu'on va voir juste après. Donc par exemple, si je prends cette matrice Q ici, moins 1, 0, 0, 0, etc., et que je viens calculer ses valeurs propres, donc ça fait moins 1, moins 2, moins 3, donc on voit qu'elles sont toutes négatives, donc la matrice Q sera négative. Voilà, tout simplement. Maintenant, si je recommence avec le déterminant de moins Q, là je vais calculer, donc je vais calculer le déterminant 1, moins Q. Donc c'est-à-dire juste ça. Donc le déterminant de ça, donc moins Q, donc moins 1, ça fait 1. Le déterminant de 1 d'un nombre, c'est juste lui-même, donc ça fait 1. Puis maintenant, je vais calculer le déterminant de moins ça, donc ça fait 1 fois 5 demi, ça nous donne 5 demi. Et enfin le déterminant donc de Q en entier, enfin de moins Q en entier, et ça va nous donner 6. Et on voit que ces trois déterminants sont positifs, donc Q est négative. Oui, j'ai voulu un peu m'embêter à faire moins Q. Voyons ce qu'est le rang d'une matrice. Donc c'est un nombre maximal de lignes ou de colonnes linéairement indépendantes. Et cette fois-ci, c'est pas obligatoire d'avoir une matrice carrée. C'est pour tout type de matrice. Alors linéairement indépendant, ça veut dire qu'on ne peut pas multiplier une ligne ou une colonne pour en obtenir une autre. Donc si je prends par exemple cette matrice-là, et que je prends la première colonne, voilà, 1, 0, 0, je peux la multiplier par ce que je veux, j'obtiendrai jamais la deuxième colonne ici. Je peux la multiplier par 2, par 1, par moins 1,5, etc. J'obtiendrai jamais la deuxième colonne.
Et si j'essaye de multiplier la deuxième colonne pour obtenir la troisième colonne, bah, c'est pareil, il n'y a rien qui existe pour l'obtenir. Et c'est pareil si j'essaie entre la première colonne et la troisième colonne. En revanche, si je multiplie la deuxième ligne par 2, ou la troisième ligne par 1,5, et ben ces deux lignes en fait sont linéairement dépendantes parce qu'elles sont liées toutes les deux par un facteur 2. Donc ces deux lignes ne comptent que pour une. Par rapport à la première ligne, je peux multiplier par ce que je veux, j'obtiendrai jamais la deuxième ligne ni la troisième ligne. Donc le rang de la matrice est 2 parce qu'en gros c'est comme si on a deux lignes qui sont linéairement dépendantes, donc le rang de la matrice c'est 2 puisqu'on a les trois colonnes qui sont linéairement indépendantes. Et on prend le plus petit des deux pour obtenir le rang de la matrice, c'est-à-dire 2 ici. Par contre, si je prends cette matrice-là, là, il n'y a pas de dépendance entre chaque ligne et chaque colonne, donc le rang c'est 3, puisqu'on a 3 lignes linéairement indépendantes et 3 colonnes linéairement indépendantes. Alors si vous avez une matrice comme ça, s'il y a une ligne où il n'y a que des zéros, ou une colonne où il n'y a que des zéros, le rang de la matrice sera 1. Puisqu'on peut multiplier n'importe laquelle des lignes par 0 pour obtenir cette ligne, donc au final on n'aura que... c'est comme si on n'avait qu'une seule ligne, donc le rang de la matrice c'est 1. Et maintenant si on prend une matrice qui n'est pas carrée, et qu'on essaie de multiplier les lignes, la première ligne pour avoir la deuxième, ou la troisième pour avoir la deuxième, ou la quatrième pour avoir la première, etc., on voit qu'elles sont toutes linéairement indépendantes, puisqu'il n'y a rien qui existe comme lien. En revanche, entre la première colonne et la deuxième colonne, il n'y a rien non plus. Mais comme il n'y a que deux colonnes linéairement indépendantes, et bien le rang ici sera 2 et non pas 4, puisqu'on prend le plus petit des deux. Enfin, pour finir sur les matrices, sachez qu'on peut les partitionner en plusieurs parties. Les règles d'addition et multiplication seront appliquées normalement si évidemment les dimensions sont respectées. Donc on notera A, B et C les trois matrices suivantes, avec leurs différentes coordonnées, avec A plus C qui vaudra ceci, et A fois B qui vaudra cela. Et on va essayer de calculer par exemple le déterminant de A, donc il existe une formule qui est le déterminant de A11 fois le déterminant de A22 moins A21 moins la transposée de A11 fois A12. C'est une formule générique pour trouver le déterminant de A d'une manière peut-être plus rapide que celle que je vous avais montrée au début, mais on va voir comment s'en servir ici. Et si on note par exemple la matrice D comme étant l'inverse de A, avec les différentes composantes D11, D12, etc., il existe des formules pour calculer chacun des membres à chaque fois, en commençant par D22, parce que c'est le seul qui ne dépend que de A. Si on regarde D12, on voit qu'il y a D22 dedans, D21 il y a D22 dedans, et D11 il y a D21 dedans. Donc on va prendre un exemple. Par exemple, cette matrice A qui est une matrice 3, 3, et qu'on va partitionner comme ceci. Donc A11, il vaut juste 1, A12, c'est le vecteur 2, 0, A21, c'est le vecteur 4, 7, et A22, c'est la matrice 5, 6, 8, 9. Donc si je veux calculer le déterminant de A, j'ai juste à remplacer, donc A11 c'est 1, etc. Donc je vais calculer le résultat le déterminant de 5, 6, 8, 9, moins 4, 7 fois 1 fois 2, 0. Ça va nous donner ces deux matrices-là qu'on va soustraire entre elles. Et on va en calculer le déterminant. Ça va faire 9. Donc c'est bien, A est inversible. Et on va maintenant calculer D. Donc j'ai juste remplacé ici. Vous vérifierez les résultats si vous avez envie. Et donc on obtient chaque composante de D. En les remettant dans l'ordre, ça donne ça. Et on va venir les remplacer dans la matrice D pour obtenir l'inverse de A. Le partitionnement, ça permet de réduire la dimension du processus d'inversion. On vient d'inverser des matrices de 2, alors qu'on partait d'une matrice A qui était de taille 3, 3. Ça peut permettre d'aller plus vite par moment. Bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été un tant soit peu utile et que vous aurez appris quelques trucs. A bientôt!